Le 30 septembre 1994, un incendie commence à dévorer un pavillon dans la commune de Brunoy, au sud de Paris. Brunoy, comme le nom de la série romanesque inachevée entamée pendant la guerre d'André de Richaud, auquel Henri Paulès, propriétaire de la maison en flammes, ressemblait par bien des aspects. Certes, l'essentiel des 30 000 livres, brochures et objets rassemblés par l'auteur tout au long de sa vie dans cet étrange capharnaüm a été donné quelques années plus tôt à la ville de Rennes, mais comment pourrait résister une bâtisse qui, après une vie de collectionneur, a troqué ses pierres et ses briques contre du papier et du cuir? Comment pourrait se défendre une maison qui, après une vie d'écriture frénétique, est peu à peu devenue un immense manuscrit, ou, comme Henri Paulès aimait le dire, un roman infini? Henri Paulès, qui a 85 ans, périra dans cet incendie. Les milliers de pages d'abord noircies par l'encre, puis noircies par le feu, et enfin par la mort, partent en fumée. Partent avec Henri Paulès. Aurait-il souhaité que son œuvre inédite lui survive ? On peut le croire. Pourtant, cette ultime et macabre facétie du destin lui aurait sans doute paru bien naturelle si un oracle lui avait annoncé quelques années plus tôt, donnant matière à un roman de plus, ou à un journal d'une catastrophe annoncée. Étonnamment, un livre inédit d'Henri Paulès surgit des cendres en 2010, aux éditions L'Âge d'Homme. Un livre qui ne pouvait être mieux nommé puisque son titre est Journal de la mort. Dense méditation, je cite, sur le grand sujet et problème, inhumain et suprêmement humain. Réflexion des moribonds en puissance, que nous sommes en pleine auréole de vie. 4e journal de l'auteur, après le journal d'un raté, publié en 1956, le journal d'un homme heureux en 1953, et les gueux de l'élite en 1935. 4 journaux seulement ? Oui et non. Henri Paulès, à l'instar de Blaise Cendrars, avait le goût des bibliographies mystificatrices. Aussi retrouve-t-on, annoncé dans ses livres, le journal d'un père, le journal d'un socialiste, le journal d'un condamné à mort, le journal d'un petit amateur, le journal d'un homme possible, le journal d'un agent secret, que mentionne Raymond Queneau dans une lettre, et enfin, dans la mer des histoires, le journal d'un romancier. Ces manuscrits ont-ils tous existé, ou ne furent-ils que les fantasmes d'un ogre affamé d'omnipotence ? L'incendie de Brunoy a emporté la réponse. Une chose est certaine cependant. Henri Paulès a écrit des milliers, peut-être des dizaines de milliers de pages, debout, assis, et enfin allongé dans son lit, alors il n'est pas fou de croire que si le succès, même modeste, avait rencontré son œuvre, nous aurions eu à notre disposition un formidable et exhaustif témoignage d'un homme dans un siècle, tout autant intime qu'historique, tragique que ridicule, les maîtres mots de l'œuvre de Paulès. Oublieuse postérité, épisode 30, dans mon capharnaüm. 1939 semble être l'année d'Henri Paulès. S'il a obtenu le prix Eugène d'Aby du roman populiste en 1933 avec son premier roman intitulé Sophie de Tréguier, tantôt sous-titré Mœurs bretonnes ou Mœurs de village, publié à seulement 22 ans, c'est avec un roman autrement ambitieux sur la guerre d'Espagne qu'Henri Paulès pourrait bien obtenir le prix Goncourt et une véritable reconnaissance. Ce roman a pour titre « Toute guerre se fait la nuit », vient d'être imprimé par la NRF et devrait bientôt envahir les étals des librairies. Malheureusement, c'est l'invasion de la Pologne par Hitler qui a la priorité le 1er septembre. La Seconde Guerre mondiale commence. La sortie du livre de Paulès est repoussée jusqu'à nouvel ordre par Gallimard, qui se censure provisoirement. Paulès est battu par plus fort que lui. Il allait donner un livre puissant, tragique, historique. L'histoire en marche n'a que faire des 350 pages d'illusions, de mort et de lyrisme qu'un petit breton né à Tréguier en 1909, presque un siècle après Ernest Renan, voulait donner pour étourdir les consciences. À la place de Paulès, c'est Philippe Héria qui obtient le prix Goncourt 1939 avec Les Enfants gâtés, paru a priori moins d'un mois avant la date prévue pour Toute guerre se fait la nuit.
Dans son journal d'un raté, publié en 1956, bijou d'humour et d'aventure, qui relate son existence contre-fantasmée, si l'on peut dire, de 1939 à 1955, Paulès ne manque pas d'ironiser avec amertume sur cette imprévisible difficulté. Mais une amertume étrangement dessalée et désamérisée par un flegme bien celte. Que je suis ridicule. Qu'ils sont ridicules les 1000 efforts que nous faisons, moi et ceux de ma sorte, pour croire participer au sauvetage de notre chère époque. Voici à peu près en quoi consiste notre action. Nous non à construire une tour, un échafaudage quelconque, au sommet de quoi on puisse installer une cloche pour donner l'alarme afin d'avertir nos frères bien-aimés, les hommes, du péril catastrophique. Mais les eaux arrivent avant qu'on ait rien cimenté, rien cloué, rien fixé, emportant notre pauvre peine, notre esquisse de campanile. Et non seulement nous n'avons pu sauver personne, rien faire pour leur épargner le malheur, mais nous n'avons même pas pu toujours nous tranquilliser la conscience. Comment savoir si nous avons vraiment voulu leur rendre service, puisque notre passion brouillonne n'a abouti à rien, pas même à un semblant d'exécution de notre programme. Nous sommes les pompiers des incendies de l'histoire qui cornons désespérément. Mais on a débranché les avertisseurs. La guerre éclate. Non. Est déclarée. Sans que nous ayons pu révéler notre recette magique pour la conjurer. Peut-on imaginer pire mésaventure pour un auteur ? Parallèlement, peut-on imaginer plus éclatante preuve d'une indéfectible qui unit la littérature par essence si solitaire au monde entier, qui jette la pauvre chair individuelle dans le grand pressoir historique. Dans l'histoire, l'auteur pensait pourtant s'y être immergé de toutes ses forces l'année précédente, en inventant pour son roman Toute guerre se fait la nuit, le personnage de Domni Valmayor, ce cinéaste révolutionnaire, bien sûr, puisque je cite, il aime l'avenir de l'intelligence, qui voudrait réaliser une grande œuvre sur son pays, l'Espagne, une œuvre animée d'un bout à l'autre du génie de l'Espagne, celle qui souffrait, mais dont l'espérance dépassait la souffrance, celle qui chantait, mais qui ne voulait pas que son chant fût en marge de sa vie, celle qui n'était pas moderniste et qui cependant ne contredisait pas le moderne, ne s'y opposait pas, que le moderne ne pouvait ni ne devait tuer, peut-être celle que la révolution rendrait plus claire. Pour ce faire, Domni va aller d'un camp à un autre, des communistes aux fascistes, va surtout aller des premières heures de la révolution, dures mais pleines d'espoir, aux ultimes instants saturés de boue, d'exécutions sommaires, de discours idéologiques absurdes. Domni va aller des lointains contreforts de la lutte faire son lot d'images, jusqu'aux hypnotiques tourbières des armes, salissant son objectif, salissant son regard et son intégrité humaine, non pas parce que lui renonce à ses idéaux imprécis, Domni ne faisant pas à proprement parler partie de la lutte, n'ayant à vrai dire aucun camp attitré, mais parce qu'il est spectateur des hommes qui s'enlisent dans le néant pour détruire l'autre, témoin des adolescents fusillés parce qu'ils donnèrent une mauvaise réponse à la seule question qui leur fut posée, réalisateur, il faut bien le concéder, d'un film où l'on peut mourir d'avoir cédé un instant à la jouissance contre-idéologique, c'est-à-dire avoir fait l'amour à la mauvaise femme. Que de figures impressionnantes dans ce roman que Maurice Nadeau, lorsqu'il fut enfin publié, rangea aux côtés de l'espoir de Malraux et de Pour qui sonne le glas d'Hemingway. On y retrouve Disco, l'ami de Domni, communiste orthodoxe qui discute déjà en présence de la mort dans le dos d'un cadavre de cheval pour la première scène dans le roman. Le sang du cheval avait coulé sous eux, et naturellement, ça faisait sécréter dans un cil de sangré les molécules cérébrales du matérialiste absolu et de l'artiste réfléchi qui essayait des strophes. Les revolvers cette année enfanteront des revolvers géants, mon petit Disco. Les fontaines de sang sont amorcées, et l'âme des chevaux sera mêlée à l'âme des hommes, sans que cela rapproche les espèces. Fini les soirs sans tremblement de terre, la charognarde de guerre ouvre sa gueule de force, montre son mufle. La chimie universelle tapie dans ses garages naturels sort comme le serpent de mer, comme les singes,
envahissant les cafés et les laboratoires. « Entends-tu, homme sec ?»« Poésie, » coupait Disco. « Tu fais la guerre, homme baveux. Tu y es. Pense à tuer. Un point, c'est tout. » Que dire de Miguel Valmayor, le frère de Domni, prêtre, pacifiste, que Disco retrouve un jour au milieu de la guerre et du livre, dans le bureau d'un colonel, je cite, portant comme les saintes huiles un revolver admirable. Est-il passé à l'ennemi ? A-t-il vraiment renoncé au ministère de Dieu pour les ateliers de la mort ? À moins que cette posture, breloque à canon d'acier à la ceinture, ne soit qu'une feinte, un déguisement de curé militaire pour infiltrer un camp ou se sauver des fusils. Toujours est-il qu'il sauve son frère de l'exécution, que cela ne leur inspire qu'un rire mécanique et pourtant fraternel, celui de la bête humaine au bord de la folie, à moins qu'elle ne soit déjà folle sans le savoir, puis une longue discussion où se mêlent théologie, politique et métaphysique, qui n'est pas sans rappeler celle d'un Raymond Abellio, soudain orphelin de la structure absolue, mais hanté par le désordre absolu. Après tout, ce roman proprement épique, s'il est indéniablement un roman de guerre, un roman de la matière, des tripes arrachées, de l'agonie qu'on abrège ou qu'on allonge, est aussi un roman puissamment métaphysique, et c'est précisément ce qui en fait, malgré ses nombreux défauts, un livre important, marquant et semblable à nul autre. Cette dimension à la fois sacrée, infinie, se manifeste de diverses façons. En tout premier lieu, dans les discussions qui se succèdent entre individus aux mille nuances. Communistes, marxistes, léninistes, trotskistes, pour aller vers les mêmes divisions à l'autre bout du péril politique. Mais aussi dans la description souvent lyrique, après mythique, de scènes qui, comme l'a écrit Maurice Nadeau, ne sortiront plus de nos mémoires. Dans l'espèce de très singulière fatalité enfin, qui n'est pas du tout pleine de désespoir, mais au contraire boursouflée d'espérance ou d'espoir, en fonction du camp qui va de victoire en victoire ou de défaite en défaite, sans que rien ne semble pouvoir altérer sa détermination. S'il est inutile de dresser la liste de tous les passages à la force désordonnée de ce roman, un chapitre d'une dizaine de pages mérite toutefois d'être cité. Il s'agit, aux 3/4 du roman, d'un extrait du journal de Domni, intitulé « Le prince d'un royaume instable ». Ce prince, c'est André Malraux, et cet extrait est une leçon de littérature. Un portrait génial de cet écrivain que Paulès admirait. Le maître à penser pensait pour qu'on ne pense plus, pour qu'on soit tout à la guerre. Et les choses qu'il a sur le cœur, les critiques qu'il n'ose formuler, ne se perçoit-il pas qu'il est plus noble de se faire violence pour ne pas les mettre dans un grand livre, si facilement fait avec de grandes accusations. Justification sublime du refus de devoir évident, facile, mais impossible aux timides. Il prêche un réalisme sans rêve, il demande à ses garçons de trouver leur sens à fabriquer des moteurs sur lesquels leurs enfants voleront. Et pas d'autre mystique. Lui, le grand esprit, l'entrepreneur d'héroïsme, c'est-à-dire de beaux suicides, il garde son âme, il discute avec les dieux, il vole de l'époque Chang, à l'époque des voyages dans la lune, avec ce pouvoir d'évasion, ses ailes pour embrasser le monde, il peut rester tout le jour fixé sur un point de l'action, sans être limité. Il est toujours vainqueur, la défaite même est pour lui une victoire, il comprend mieux le monde. Il fera un beau livre triomphal de l'horrible désastre. N'est-il pas aussi peu, avec eux, quand il rentre dans son château intérieur, que le patron qui, à la sortie de l'usine, laisse ses ouvriers pour gagner son palais ? Sa lumière est une lumière d'intellectuel, c'est-à-dire un peu artificielle, lumière de briquet, de silex frotté, non pas la lumière naturelle qui accompagne chaque chose de la vie, comme l'étoile du ver luisant. Et que serait son intelligence dans un monde où la vie serait surtout de vivre, et donc de seulement discuter chaque joie le plus délicatement possible, pour l'enrichir, et non pour la saper, non pour l'humilier à quelque représentation dorée. Je l'admire. J'admire comme son besoin de grandeur, de style, de drame recoupe toujours la soif de grandeur du monde de son temps, et son martyr de l'heure. J'admire ce don d'être avec les hommes trop différents de lui, pour être des amis véritables,
avec des camarades qui retardent les avions que reçoit pour lui le parti, afin que son nom, éclatant dans plus d'un domaine, ne soit pas écrit en trop grandes lettres dans le ciel de la terre. Certes, toute guerre se fait la nuit, mais le jour n'apporte aucune paix dans ce roman tragique dont on a parfois du mal à identifier les changements de scène, les sous-divisions des camps qui s'affrontent, et même le sens de certaines phrases. Mais peut-être est-ce aussi la rançon formelle d'une guerre allégorique. Errance. Errance et mirage. Mirage et éblouissement. Avant le coucher de soleil et les heures tragiques de la nuit. Il est peu dire qu'Henri Paulès est un écrivain éminemment sympathique. Il n'y a qu'à lire quelques pages de la plupart de ses romans pour s'en convaincre. D'elle émane immédiatement un sentiment de tendresse, celle qu'il porte à ses personnages, de causticité, dont il est la première victime, et de générosité. Il n'y a qu'à regarder la taille et la police de la plupart de ses livres. Sans même les ouvrir, on remarque qu'il possède, à l'instar de Céline, le génie du titre. Journal d'un raté, toute guerre se fait la nuit, que nous avons évoqué, mais aussi Amour, ma douce mort, Les paralytiques volent, Les gueux de l'élite, Sur le fleuve de sang vient parfois un beau navire, et d'autres refusés par les éditeurs pourtant annoncés dans ses bibliographies. Paulès n'écrit-il pas dans le journal d'un raté, après avoir reçu une lettre de refus d'un certain Bernardin Grassouillet, dans lequel on reconnaît évidemment l'éditeur Bernard Grasset, « Il me reste une consolation. Je crois que je finirai par détenir le record du plus grand nombre de refus d'éditeurs parisiens. J'attends que des concurrents se présentent. Je les défie tous. Le recordman de l'insuccès. » Dans ce journal qui peut tout à fait être lu comme un roman, et qu'aux États-Unis on n'hésiterait pas à ranger à côté de certains romans de John Fante ou d'un Bukowski moins vulgaire, on suit l'auteur dans les péripéties de son métier pendant une décennie et demie. Il y compte les innombrables envois de manuscrits qui lui reviennent avec un mot banal de directeur, d'un sous-secrétaire, un raté de plus, et le conduit, sublime inventivité du déboire, vers, je cite, une innovation de première importance, à savoir consigner mon journal d'un raté au dos des lettres de refus des éditeurs, des secrétaires de rédaction, des puissances du théâtre. Quelle économie! Ainsi, mes humiliations ne fournissent des documents pour l'œuvre de ma vie. En refusant mes livres, ô subtile utilisation des rebuts, il me donne un livre. Le livre de celui qui n'arrive au bout d'aucun livre. Paulès y rapporte la malédiction dont il croit être le porteur, et qui voudrait qu'à chaque fois qu'il collabore à un journal, celui-ci doit péricliter dans les 3 mois. Il y narre son interminable recherche d'argent, pour manger, qui l'amène, sous l'occupation, à développer une sorte de marché parallèle du livre d'occasion, qui deviendra d'ailleurs, par la suite, sa principale source de revenus, et le fera connaître de tous les écrivains importants de son temps. Activité d'ailleurs rendue possible parce que les Allemands ne l'ont pas arrêté, le considérant, je cite, « comme trop minable pour me craindre et vouloir me punir de mes vaines attaques anciennes. Il m'estime à peu près aussi dangereux que mes compatriotes m'estimaient utile dans la lutte contre le nazisme. » Il y raconte aussi son combat ridicule et herculéen contre les puces et punaises qui viennent le mordre pendant la nuit. C'est démêlé avec l'administration du chômage auquel il n'a pas le droit, n'ayant pas d'emploi fixe, mais sur laquelle il compte bien pour s'acheter parfois un quignon de pain. Raconte la survenue d'un énigmatique admirateur américain qui va assurer le succès de Paulès à New York, etc., etc. Chez qui trouve-t-on pareil gouaille en France dans les années de guerre ou d'après-guerre? René Fallet, Alphonse Boudard, pourquoi pas? Mais il y a une sorte de supplément d'âme chez Paulès, parce qu'il croit absolument à tout ce qu'il raconte, parce qu'il semble ne pas chercher à mettre en scène son existence pour produire de l'effet. A l'inverse, comme son nom l'indique, le journal d'un raté est bien une tentative de circonscrire le domaine de compétence du raté, et surtout
d'immortaliser sa drôle d'âme. Clochard céleste, loser magnifique, c'est une véritable radioscopie de l'échec qu'entreprend sur plus de 15 années Henri Paulès. Et c'est un véritable plaisir de lecture dont il faut souligner la joyeuseté. Les éclats de rire sont nombreux. Évoquer l'échec dans l'infinité de variations qui sont les siennes, qui nous le font tous tâter intimement quelquefois ou jusqu'à plus soif, c'est aussi valser avec la réussite ou à minima croiser son regard, se croire choisi, l'inviter à danser. Comme en 1945, quand après 6 interminables années de cave, paraît enfin Toute guerre se fait la nuit, initialement prévu, je le rappelle, pour 1939, ce qui fait donc de Paulès, en plus du recordman de manuscrits refusés, le recordman de la publication la plus différée. Événement dans ma vie littéraire, s'écrie Paulès, si j'ai une telle vie. À présent que la guerre est finie, bien finie, on publie mon livre sur la guerre d'Espagne où je voulais faire craindre l'universalisation de ce petit essai local. Si je ne me trompe pas, c'était là un chef-d'œuvre de l'esprit d'escalier historique. Voici d'ailleurs 20 ans que je descends cet escalier. Mon livre d'actualité paraît après 6 ans de silence, de prison. Et encore, c'est un miracle qu'il n'ait pas été repéré et détruit par la censure allemande, comme le précédent. Wotan s'en va en guerre. Maintenant, j'ai honte de mon livre. Il me paraît mauvais, dépassé, périmé. Quoi ? Mon livre le plus important paraît, et ça ne me fait rien. S'ensuivent ses doutes, ses peurs, ses espoirs, notamment contre le château des Bory, principal prétendant au Goncourt, et qui est en fait mon village à l'heure allemande de Jean-Louis Bory, le futur lauréat. Et d'ailleurs, signe de malice fraternelle de ce dernier, dans une lettre à Paulès, il écrira en 1956 qu'il a, je cite, « bien envie d'écrire un roman qui s'appellerait « Le château des Bory ». Malgré tout, Paulès y croit, va rôder près du restaurant le jour de l'annonce. Au moment des délibérés, Colette, Roland d'Orgelès, Francis Carco votent pour Paulès. Mais le jury voulait couronner un débutant cette année-là. Un débutant et un livre d'actualité. La guerre d'Espagne n'était déjà plus qu'une guérilla locale dépassée. Inactualité de Paulès ? Faux départ ? Écriture à contretemps ? Une anecdote liée à Colette résume à elle seule de manière à la fois tragique et grotesque le destin de Paulès. Sortant en novembre 1945 d'une librairie après avoir cherché à s'acheter Toute guerre se fait la nuit, puisque les services postaux ont égaré l'exemplaire que Paulès lui avait envoyé, ce qui est déjà cocasse mais pas suffisant, Colette s'empresse d'écrire à ce dernier « Un libraire, à qui je demande votre livre, me dit « Ouais, nous ne l'avons plus. Il est de 1939. » Colette ajoute « Ça ne vous fait pas rire ?» Le journal d'un raté et Toute guerre se fait la nuit sont les deux livres, aux antipodes l'un de l'autre, qui me semble être la meilleure manière de découvrir l'auteur. Mais après tout, son œuvre est si protéiforme que chacun trouvera de quoi méditer, sourire et s'émouvoir. Une féerie qui se passe dans un sanatorium, avec les paralytiques volent, qui arrache les larmes d'Armand Salacrou et de sa femme. La plus vaste étude jamais faite à propos du bonheur, qui n'est pas sans rappeler le jusqu'au-boutisme d'un Léon Bopp, dans Le journal d'un homme heureux, Paulès étant l'inventeur officiel du bonheurisme. Un monologue du veuvage empreint de délicatesse, de mythe et de deuil, avec Amour ma douce mort. Ou même, pour les plus aventuriers, ses essais politiques ardus à propos de communisme, socialisme et fascisme. Une chose est certaine, il me semble que Paulès, parce qu'il est le plus accessible des écrivains,
est aussi le plus sûr guide du combat vers l'universalité. Et c'est aussi parce qu'il ne connut pas le succès qu'il aurait amplement mérité, qu'il est impossible ou presque de ne pas ressentir pour lui une grande, une amicale, une compatissante affection. Ainsi s'achève la première partie de cet épisode consacré à Henri Paulès. Du second qui viendra rapidement, je ne peux dire qu'une chose. Il sera consacré à un roman monstrueux de l'auteur. Mais pas à la monstruosité que l'on s'imagine. Ce sera sans doute le plus gentil, le plus amusant de tous les monstres.